Oui, bonsoir à tous et bienvenue au 4e grand rendez-vous de cette semaine. Il est fait également de 4 plateaux suivis du journal qui viendra à 19h45 exactement. Suivez d'abord la météo. Ce soir, le sujet de la planification familiale sera donc au rendez-vous et l'invité va répondre à la question suivante. Pourquoi les résistances liées à la planification familiale? Réponse tout à l'heure. Et nous serons dans les champs et unités de transformation agricole. C'est ça, en fait, l'agroalimentaire. Pour l'invité de cette rubrique, il faut tout simplement innover pour sortir ce secteur des sentiers battus. C'est la fin de l'année, vous le savez, on passe au bilan de ces affaires. Et là, a-t-on forcément vraiment besoin d'un spécialiste pour réussir cet exercice? Pour les uns, oui et non. Pour les autres, des arguments vous seront présentés tout à l'heure. Et là, vous pourrez également vous faire une idée de cette situation. Alors, Horizon Culture nous amène quant à elle dans la vallée de l'Ouémé, tout simplement. Là-bas, l'artiste Zomando Kokpon assure la transmission de la connaissance. Son objectif, c'est de pouvoir sauvegarder le patrimoine culturel immatériel lié, bien sûr, aux rythmes et danses de cette région. Le grand rendez-vous, vous le savez, c'est aussi le journal qui vient à 19h45 exactement ce soir. Amadine Aniambossou à la présentation. Bonsoir Amadine. Bonsoir à vous, Assoum Gaba. Alors, que nous propose le service info de BB24 ce soir? Eh bien, nous parlerons de la 24e conférence des partis sur les changements climatiques. Un sommet de haut niveau a été consacré au dialogue de Talanoa, une méthode fidjienne qui réunit tous les acteurs autour d'un même sujet. Le respect des droits de l'homme au Bénin n'est pas encore une réalité. Il est important d'agir pour un mieux-être de tous. Le système éducatif béninois souffre du manque d'enseignants qualifiés. Un assainissement du secteur s'impose pour une amélioration de la qualité de l'enseignement dans les écoles. Merci beaucoup à vous, Amadine Aniambossou, pour la présentation des titres. Le développement tout à l'heure à 19h45 avec vous, n'est-ce pas? Bien sûr, Assoum Gaba. Ah oui, voilà. Les différents plateaux de ce grand rendez-vous. Et là, le tout premier s'ouvre et c'est nature et bien-être. Pourquoi des réticences liées bien sûr à la planification familiale? Réponse dans un instant, juste derrière ce reportage. Parce que la planification familiale. Plusieurs décennies déjà que le Bénin s'est engagé dans cette dynamique. Mais ce concept est encore loin d'être accepté par tous.
Beaucoup de facteurs, dont la stratégie utilisée par les médecins pour faire adopter la contraception aux femmes, sont pointés du doigt. Il y a souvent les gens qui parlent de quand on vient là, il faut faire examen, il faut faire ci avant de pouvoir adopter une méthode. Au fait, ce n'est pas ça. Si la femme arrive et qu'on la classe dans la catégorie 1, c'est que d'office, la femme n'a que des avantages quand elle adopte la méthode qu'elle a choisie. Si éventuellement on la classait dans la catégorie 2, il y a les risques et les avantages. Mais cette fois-ci, les avantages priment sur les risques. Là, généralement, elle peut adopter la méthode. Maintenant, la troisième catégorie, on tient compte des risques et des avantages. Mais là, les risques priment sur les avantages. Il faut faire attention. Elle peut adopter la méthode. Mais s'il y a une autre méthode qui la classe dans les 2 premières catégories, il vaut mieux qu'elle choisisse dans ça. Maintenant, au cas contraire, on la suit. Là, il y a des examens à faire, des examens complémentaires à faire pour vraiment confirmer qu'elle peut utiliser la méthode. C'est une contre-indication relative. Maintenant, par rapport à la 4e catégorie, c'est que d'office, elle ne peut jamais utiliser la méthode. Là, c'est une contre-indication absolue. Et on prend le temps d'expliquer pourquoi elle ne peut pas faire. Personne ne veut mourir. La procédure est bien claire, mais la planification familiale rencontre encore trop de réticences jusqu'à ce jour. Des époux, de façon catégorique, interdisent les méthodes de contraception à leur épouse et des femmes refusent d'en adopter à cause des conséquences qui pourraient en découler. Dans le même temps, certaines femmes le désirent, mais ont une honte de franchir le seuil des cliniques de l'ABPF à cause des pesanteurs sociaux. Vous avez sorti un mot tout à l'heure, conséquences. Au fait, ce n'est pas une conséquence. Souvent, on parle d'effet secondaire. Parce que tout produit chimique a un effet secondaire. Le risque est vraiment différent. Si la femme qui a une hypertension et qui ne devait pas faire la méthode, faisait la méthode, ça peut augmenter son hypertension. Et l'augmentation de cette hypertension peut donner d'autres pathologies. Même si elle veut faire la pilule, il faut qu'elle nous dise la vérité vraiment et rien que la vérité. En 2011, la prévalence contraceptive au Bénin était de 7,9%, pendant que les autres pays de la sous-région étaient déjà à 2 chiffres. Difficilement, en 2015, le Bénin a atteint 12%. Les acteurs de la planification familiale reconnaissent la complexité de leurs tâches, mais ne baissent pas les bras. La méthode de contraception, ce n'est pas une fascination. Si vous avez déjà en vous une maladie, vous allez toujours développer la maladie. Donc, on ne va pas être fatigué de parler. Moi, je crois que c'est ça. Nous allons parler et continuer de parler. Les gens finiront par comprendre. L'objectif de la phase d'accélération du partenariat de Ouagadougou est d'amener d'ici 2020 2,2 millions de femmes dans 9 pays de l'Afrique francophone, dont les Béninoises, à adopter les méthodes de la planification familiale. Mais le Bénin est-il sur la bonne voie? Question de Heureuse Danondé, mais j'aime bien Madame Roigny, la sage-femme, qui disait les gens ne comprennent pas, mais on va continuer à parler. Et c'est cet exercice que nous allons faire également sur ce plateau avec Kader Avonon, qui est assistant au programme Jeunes et Gens à la BPF. Bonsoir. Bonsoir, Axel Gaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Heureuse Danondé. Assiom Gaba, bonsoir. Vous nous avez invité un homme pour parler de planification familiale. Comme quoi, il faut impliquer les hommes également. Tout à fait, vous l'avez bien compris. Il faudrait que les époux également qui nous suivent aujourd'hui le comprennent. Ce n'est pas une question uniquement pour les femmes, c'est une question pour les couples, c'est pour les jeunes, hommes ou garçons comme jeunes filles. Alors, nous souhaiterions quand même que vous répondiez à la question. Est-ce que le Bénin est sur la bonne voie pour l'atteinte des objectifs du partenariat de Ouagadougou d'ici 2020? 2,2 millions de dames, de femmes, de Béninoises doivent adopter des méthodes de contraception. Nous sommes sur la bonne voie pour? Merci, heureuse. Merci, Action Gaba, de me donner l'opportunité de partager mes expériences et mon avis sur la question de la planification familiale. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? C'est des questions que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui, même les acteurs de la société civile, même le gouvernement aussi, qui a pris l'engagement en 2012-2013 d'accroître la prévalence contraceptive à 18% d'ici 2020.
d'ici 2020, et c'est d'accroître à 18%. Mais l'enquête démographique de la santé récemment nous a montré qu'on est encore à 12%. Et donc en 2 ans, il faudra 6% de plus. Voilà, il faudra 6% de plus en 2 ans pour réellement atteindre les objectifs. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Ça, c'est les politiques que nous avons actuellement. Mais selon vous, jeunes, oui, sommes-nous sur la bonne voie et même faites partie des acteurs, vous êtes de l'ABPF. Oui, donc je dirais que nous sommes sur la bonne voie. Quand je vois les politiques qui existent aujourd'hui, quand je vois les actions, les acteurs qui sont sur le terrain aujourd'hui, je dirais que nous sommes sur la bonne voie. Mais est-ce que nous utilisons la bonne ou la meilleure stratégie? C'est peut-être là la question. Il y a des politiques aujourd'hui, il y a des documents aujourd'hui qui sont élaborés, notamment le plan annuel national budgétisé pour la planification familiale. Il y a la stratégie nationale multisectorielle. Beaucoup de documents aujourd'hui qui intègrent la question de la planification familiale. Mais la question c'est, est-ce que nous utilisons les meilleurs moyens? Est-ce que nous adoptons les meilleures stratégies pour pouvoir réellement atteindre cet objectif? Est-ce que c'est une question d'adoption ou d'adaptation? D'adoption en termes de ou adaptation? Parce que quand vous adoptez, c'est que c'est défini par d'autres personnes, d'autres pays, c'est dans d'autres réalités. Ah, oui, voilà. Quand vous amenez ça ici, ce qui n'est forcément pas conforme à l'environnement. Pas conforme à la réalité. Voilà. Et une adaptation est nécessaire. Vous savez, lorsque le gouvernement a pris l'engagement de rendre, d'accroître, d'abord, c'est plusieurs engagements. Il y a l'engagement de rendre gratuites les méthodes contraceptives pour tous les adolescents et jeunes. Ce qui n'est jamais le cas. Ce qui n'a jamais été le cas. Et puisque l'engagement encore, entre-temps, a évolué, une fois au pays, c'est devenu exemption de coûts directs, puisqu'il n'y a réellement, en réalité, rien de gratuit. Et là, maintenant, pour l'exemption de coûts directs, il faut des décrets pour ça. Et la question de lever le taux de prévalence contraceptive à 18%, ça aussi, c'est une préoccupation aujourd'hui. Mais lorsqu'ils ont pris cet engagement, ils ne sont pas venus exécuter ça automatiquement. Il y a eu des études, en fait. Okay. Il y a eu des consultants qui ont été recrutés pour voir la faisabilité, pour étudier la faisabilité de cet engagement dans le pays. Et il y a eu beaucoup de scénarios qui ont été proposés. Et il y a eu un choix qui a été fait par rapport à cela. Mais avant que ce scénario ne soit mis en œuvre, il faut nécessairement que le gouvernement puisse dire, voilà, donner le quitus et pour que ça puisse évoluer. Donc, pour la contextualisation, effectivement, il y a la contextualisation. Il y a les experts du ministère de la Santé, notamment au niveau de la direction de la santé de la mère et de l'enfant, qui ont fait beaucoup de travail, beaucoup d'actions, même aussi au niveau des OSC, des organisations de la société civile. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées pour que ces engagements-là puissent être contextualisés et que cet objectif-là puisse être atteint. Donc, il y a eu la contextualisation et pourtant des résistances. Voilà. Pourquoi? Très bien. Les résistances, c'est beaucoup plus à quel niveau? Vous allez voir que, en fait, dans l'élément que nous avons suivi, les femmes posent des questions de stigmatisation, les rumeurs, j'ai entendu telle personne dire, il y a un sérieux problème d'information. La connaissance, c'est très important. Est-ce que les gens savent réellement, quand on parle de planification familiale, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de la contraception, c'est quoi en réalité? Quels sont les avantages que ça peut apporter à leur vie? Ils ne connaissent pas ça. Et lorsque vous ne connaissez pas l'avantage d'un produit, et automatiquement, vous n'allez pas automatiquement pour ce produit-là. Et il y a aussi la question de ce que les gens disent. Vous allez voir, faites peut-être l'essai de demander à quelqu'un qui peut-être a déjà adopté une méthode de contraception ou bien quelqu'un qui n'est même pas là-dessus, qui vous donne une rumeur sur la contraception. Il y en a qui vous disent que j'ai adopté la contraception et que j'ai eu l'abcès, un truc comme ça. Alors qu'il n'y a en réalité aucun lien. Il n'y a pas d'étude, il n'y a pas un médecin qui leur dit, voilà, c'est parce que vous avez adopté la contraception que vous avez eu ce problème en réalité. Donc, c'est que des rumeurs en réalité. Mais dans le même temps, on se demande les actions que vous posez sur le terrain, que vous faites, ça va à l'endroit de qui? Est-ce que la cible déjà n'est pas, le choix de la cible n'est pas biaisé déjà? Très bien. Dans le choix de la cible, vous voyez aujourd'hui, quand vous regardez même les grandes politiques au niveau international, c'est focus sur les jeunes. On ne peut pas parler de la contraception aujourd'hui sans parler des jeunes parce que les cas de grossesse non désirés que nous enregistrons dans nos collèges, que nous enregistrons dans nos villages et au sein de la couche des apprentis et tout ça, c'est en majorité des jeunes. Figurez-vous que les moins de 15 ans au Bénin aujourd'hui constituent 45% de la population, des 10 millions, sinon les 18 millions, les 11 millions par an que nous faisons aujourd'hui. Et les 10 à 24 ans font 33% déjà de la population. Donc cette couche est
c'est seulement active en réalité. Donc, les politiques qui sont élaborées ici, les politiques qui ne sont pas élaborées à l'endroit des jeunes, en impliquant déjà les jeunes eux-mêmes dans la définition des actions qui vont à leur endroit, donc il y a un problème déjà qui s'est posé en réalité. Et pendant longtemps, les politiques qui ont été élaborées pour pouvoir accroître le taux de contraception n'ont pas nécessairement impliqué les jeunes. Je voulais vous dire qu'il y a moins d'effets secondaires liés aux jeunes en matière de planification familiale, non, par rapport aux personnes les effets secondaires, ça, est-ce que ça choisit l'âge en réalité? Les effets secondaires ne choisissent pas l'âge, mais ça diffère d'un organisme à un autre en réalité. Donc, ce n'est pas la question d'effets secondaires, mais il y a la question de comment est-ce qu'on intègre les personnes, la cible réellement, la cible concernée, parce que c'est les jeunes qui sont beaucoup plus actifs. Et quand vous voyez un peu les cas de grossesse que nous enregistrons dans nos collèges aujourd'hui, vous voyez, le ministère de la Santé, de l'Éducation a publié des chiffres récemment. Vous voyez, donc il est important de responsabiliser les jeunes, déjà dans l'élaboration des politiques, dans la mise en œuvre des politiques, et même dans le suivi et dans la reddition des comptes de ces politiques-là. Parce que lorsque vous ne mettez pas ces jeunes-là au cœur, vous aurez beau tout dire, mais ils ne comprendront pas l'intérêt de ce qui est fait pour eux. Et même les actions qui sont définies, lorsque les actions ne vont pas dans leurs intérêts, ils ne vont pas s'y intéresser. Parce que quand on est adulte, peut-être on se dit, oui, on a été jeune, mais les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement les jeunes d'hier. Parce que nous sommes dans une évolution qui fait que les priorités changent et les intérêts changent en réalité. Donc, il faut le jeune même pour définir en réalité qu'est-ce que je veux pour moi-même, qu'est-ce qui peut me permettre, comment sont les stratégies qu'on peut utiliser. D'accord, mais aujourd'hui, voilà la situation. On a un objectif dans 2 ans à atteindre. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse? Est-ce que l'État doit aujourd'hui mettre à disposition ou mettre les moyens qu'il faut pour qu'on ait aujourd'hui les méthodes de contraception gratuites? Que faudrait-il faire concrètement pour Je pense que ce sera la dernière question, Rose Danondé. J'ai une question pour vous quand même, Assume. Ce sera la dernière. Mis à part, qu'est-ce qu'il faut faire? Même si aujourd'hui on rendait gratuites les méthodes contraceptives, il y aura toujours un problème de la demande, la création de la demande. C'est très important. Est-ce que si on dit qu'il y a méthode contraceptive, ok, si c'est gratuit aujourd'hui, lorsque les gens ne sont pas informés que c'est gratuit, comment ils peuvent aller vers les centres? Lorsque même ils savent que c'est gratuit, qu'ils peuvent aller vers les centres, est-ce que les structures qui sont mises en place sont bien formées pour pouvoir offrir des services adaptés aux jeunes? Lorsqu'on parle de services adaptés, ce sont des services exempts de stigmatisation et qui sont accessibles en réalité aux jeunes. Lorsque le jeune va pour une méthode de contraception, il ne faut pas qu'il soit stigmatisé. Ah, mais toi, tu as commencé le 16, tu as quel âge et puis tu viens demander une méthode de contraception. Alors qu'on oublie souvent que lorsque le jeune voudra aller au CES, il ne viendra poser la préoccupation à personne. Vous voyez? Donc, les actions que nous avons menées aujourd'hui doivent aller dans le sens de la synergie. Okay. Tous les acteurs doivent se réunir, que ce soit les professionnels des médias, que ce soit les ONG, et le gouvernement, les jeunes eux-mêmes, les organisations de jeunes, tous devront rester ensemble et travailler pour l'atteinte de ces objectifs en synergie. Parce que c'est très très important et il faut mettre les jeunes au cœur de la mise en œuvre de ces politiques-là et de ces actions élaborées à leur endroit. Moi, je dirais même qu'il faut réduire ces nombreuses associations et organisations non gouvernementales qui militent dans le... Ça, c'est votre avis, Rose Danondé? Ils sont nombreux, mais les objectifs ne sont jamais atteints. Merci beaucoup à vous. Merci également à vous, Kader Avonon. Moi, je suis chrono ce soir avec vous. Allez, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. On comprend tout simplement qu'il faut une adaptation permanente, impliquer vraiment les jeunes, vu le changement des habitudes aussi. Bon, voilà, il le faut. Tout simplement. Alors, c'est tout un boulot de communication qu'il faut mettre en place, tout simplement. Alors, on va continuer avec vous, chers téléspectateurs. Oui, on a parlé de planification familiale. Il faut nourrir la population aussi. Et ça, ce sont les spécialistes de l'agroalimentaire qui jouent également ce rôle dans la société. On va recevoir tout à l'heure sur ce plateau pour parler des innovations, ce qu'il faut en réalité pour sortir ce secteur des sentiers battus, puisque il y a du plomb dans l'aile pour ce secteur au Bénin. C'est déjà quoi? Monde agricole. Monde agricole? Ah oui, c'est ça. Ah, mais j'ai bien deviné. Vous avez compris. Monde agricole alors.
Monde agricole, aujourd'hui nous parlons innovation dans le secteur agroalimentaire. Qu'est-ce qu'il faut en réalité? Il faut se baser sur quels paramètres et quels facteurs pour en réalité sortir ce secteur des sentiers battus. On va débattre de cela juste derrière ce reportage signé Marcel Betoro qui nous parle des opportunités dans ce secteur de l'agroalimentaire. Regardez. Les entrepreneurs agroalimentaires, ils répondent à un problème, à un besoin de la population en parlant des pertes post-récolte. L'agrobusiness, un ensemble d'activités économiques de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Fortement mécanisée de nos jours, l'industrie agroalimentaire fait face à certains défis, mais de nombreuses opportunités sont à saisir. L'agroalimentaire, c'est très vaste. Ce qui est sûr, l'homme doit manger. Et quand on dit agroalimentaire, ça apporte directement un regard sur la consommation de nos denrées. En entreprenant, je crée de l'emploi, je crée de la richesse et je m'autosuffis. Donc c'est un partenariat en fait entre l'État et l'entrepreneur. L'entrepreneur crée de la richesse, il peut engager d'autres jeunes comme lui qui vont travailler avec lui dans son entreprise et tout ça contribue bien sûr au développement de l'économie nationale. Mais face à ce défi de contribuer au développement de l'économie nationale, le travail à faire est bien lourd. Pour certains produits, l'accessibilité du produit, parce qu'il y a des produits qui sont saisonniers. Donc les transformer, ça représente un gros challenge pour le promoteur. Et il y a aussi le volet financier. Il est vrai qu'on dit souvent qu'il faut entreprendre à 0 francs, mais le 0 francs dont on parle, c'est en fait les ISAN. Et quand vous épuisez les ISAN, vous êtes obligé d'aller vers des sources de financement qui ne sont pas vraiment pléthores au pays. Le volet, c'est l'information. Si tu n'es pas aujourd'hui connecté sur les réseaux sociaux, si tu n'es pas tout le temps sur les réseaux sociaux, ce n'est pas évident que tu aies les bonnes informations au bon moment. Ce qui fait que les entrepreneurs agroalimentaires ils perdent beaucoup d'opportunités. Quand moi je voulais commencer, j'étais confronté aux difficultés de crédit. Mais tout de suite, je me suis dit que ça ne devait pas être un problème pour moi. Que si tant que j'ai l'ambition de développer quelque chose, il faudrait que moi-même, j'apporte la preuve. S'il est vrai qu'au Bénin, le secteur de l'agroalimentaire est très avancé, le consommant local, quant à lui, peine à rentrer dans les habitudes des citoyens à cause du coût des produits agroalimentaires. Un accompagnement du pouvoir public reste indispensable. En réalité, la population est consciente que la production locale, c'est la meilleure. Mais c'est le coût de ce que nous proposons. C'est ça qui les retient un peu. Le marché existe, mais c'est intégrer le marché qui est compliqué. Si déjà nos chefs d'État, nos dirigeants peuvent imposer déjà les produits locaux dans les différents ministères et autres, je trouve que c'est déjà une belle avancée pour promouvoir l'entrepreneuriat agroalimentaire au Bénin. Développer l'agrobusiness pour la réduction du taux de chômage est donc chose souhaitable. En attendant, l'agrobusinessman doit toujours croire en la chose car c'est un secteur très important de l'économie béninoise. En plateau, je reçois Joséa Guédié, c'est ça, hein, elle est entrepreneur agricole. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et de continuer toujours à donner à manger à la population béninoise, à produire pour qu'on puisse acheter et consommer. C'est ça? Exactement. Voilà. Alors, mais vous dites qu'il faut de la créativité, de l'innovation pour sortir ce secteur des sentiers battus. Pourquoi? Alors, quand nous parlons déjà de la créativité, aujourd'hui on est à un certain niveau de l'entrepreneuriat où l'on ne peut dissocier l'entrepreneuriat de l'innovation. Qui parle d'innovation parle déjà de créativité. Alors, je donnerai ma petite définition de l'entrepreneuriat en disant que c'est une résolution à un certain nombre de problèmes que nous rencontrons dans la société. Quelqu'un qui veut résoudre un problème doit forcément apporter un plus, c'est-à-dire de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée passe par l'innovation, passe par la créativité. Et nous connaissons déjà l'état de notre agriculture au Bénin. Et si nous devons un temps soit peu ressembler à la Chine, aux États-Unis dans quelques années, c'est par nos produits, par la créativité que nous donnons en réalité à ces produits. Ce sont nos produits qui doivent nous valoriser à l'extérieur.
Donc, vous pensez qu'il faut marquer la différence entre les produits déjà existants quand on veut venir sur le marché nouvellement? Il faut créer de la valeur ajoutée à ces produits. À ces produits. Et vous pensez que cela se fait déjà au Bénin quand on se base sur ce qu'on a comme produit agroalimentaire? Je dirais que cela se fait déjà au Bénin. Quand je vais prendre l'exemple de notre expérience à nous, où je fais partie d'un groupe où on produit du vin à base d'ananas. Du vin Oui, à base d'ananas. C'est déjà une innovation qui est partie du fait que les Béninois, ils en consomment. La boisson, c'est tous les jours, on en consomme. Mais déjà, quand nous voyons l'exportation qui vient de l'extérieur, on amène du Troisi, du Bordeaux et autres. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut apporter pour amener un plus à notre PIB? C'est là qu'on a dit, pourquoi ne pas transformer l'ananas qui a en grande quantité, où nous avons des pets post-récolte, les transformer pas en jus d'ananas, parce qu'il y a tellement de jus d'ananas aujourd'hui sur le marché. C'est là qu'on a pensé au vin. Et si vous en goûtez, vous allez voir que ça a exactement le goût du vin rouge. Il n'y a pas de différence. Donc, les innovations, il y en existe. Il y a plein. Il y a les biscuits au moringa, il y a plein de produits. Exactement. Alors, tout à l'heure, dans le reportage, j'ai suivi ma collègue Marchel Betoro parler de la consommation locale qui a du plomb dans l'aile à cause des prix de ces produits. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire dans ce sens-là comme innovation, comme créativité, pour baisser le coût aujourd'hui? En parlant de la consommation, déjà, je vais parler de la psychologie de nos consommateurs. Quand nous prenons des produits qui viennent de l'extérieur et les produits que nous produisons ici au Bénin, il y a un certain nombre de consommateurs qui vont préférer, du moins ils voient peut-être Made in France sur le produit, ils vont se dire c'est de meilleure qualité, sans pour autant savoir si le produit qu'on a produit dans notre pays est de meilleure qualité. Il y a tous ces problèmes, tous ces paramètres qui pèsent en réalité sur le coût. Et déjà, quand nous prenons l'extérieur, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de financements qui accompagnent ces produits-là. Ce qui fait que quand ça vient de là-bas vers ici, il y a le coût qui est plus ou moins abordable à ce que nous-mêmes nous produisons. Donc, s'il y a l'accompagnement nécessaire avec nos produits que nous produisons nous-mêmes, nous allons voir qu'il y aura un prix plus abordable et accessible à toute la population. Alors, si je comprends bien, c'est parce que ça manque un peu de soutien. Il y a ce problème, oui. Il y a ce problème-là, oui. En réalité. Donc, il faut penser à renforcer vos capacités de financement, en quelque sorte, oui. En réalité. Alors, bon, quand on a l'impression aussi que tout le monde fait pratiquement la même chose dans ce secteur agroalimentaire. Les jus d'ananas, il y en a tellement sur le marché de différentes marques. Du coup, il y en a qui font de bonne qualité, d'autres non. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de label aussi auquel il faut penser en réalité? Oui, ce problème se pose toujours parce que quand je prends un Béninois, quand tu te mets à faire un test, tu pars à faire du jus d'ananas, quand le monsieur B voit ça, il voit que le produit que tu fais marche en réalité, il va se dire, bon, pourquoi ne pas me lancer aussi dans ça et voir ce que ça va donner. Mais quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est aller à la quête de l'information, aller à la quête de qu'est-ce que la population, de quoi la population a besoin en réalité. C'est dans l'optique là qu'on peut créer une entreprise à base de l'idée qui peut découler de ça. Quand je prends les produits forestiers non lieux, il y a plein de produits sous-exploités au Bénin dans lesquels nous pouvons nous insérer, valoriser ces produits et avoir tout un panel de produits. Et le problème de la masse vers un seul produit ne va plus se poser. Et dans un temps soit peu à un moment donné, on aura le propre label béninois où il y aura tout un nombre de produits à elle seule. Oui, alors aujourd'hui, basons-nous tout simplement sur votre expérience à vous-même. Vous avez dit tout à l'heure que vous produisez du vin à base d'ananas, le magistral. Et tout. Est-ce que ça marche? Quelles sont les réalités du terrain quand on veut procéder à la mise en marché d'un produit, un nouveau produit sur le marché au Bénin? Déjà, pour nous, notre produit, il y a tout un tas de problèmes. Parce que quand je vais dire, on a commencé,
Déjà, on avait participé à un projet d'incubation des idées d'entreprise nommé le CRUIC, organisé dans notre faculté à l'école, à la FSA, où on était ressortissants. On avait fini avec le premier, on avait présenté notre plan d'affaires et tout. Maintenant, il fallait qu'on concrétise l'idée parce qu'on était des lauréats, on voulait valoriser ce prix qu'on avait reçu. Voilà. Donc, il fallait qu'on arrivait à concrétiser réellement ce produit. C'est dans cette optique qu'on a commencé avec des expérimentations. On a vu, c'était un professeur à l'école qui nous aide en réalité pour nous apporter un plus. Et quand on a commencé très vite, il faudrait qu'on analyse le produit, qu'on ait l'agrément de ce produit, qu'on arrive à, parce qu'il faut avoir aussi la propriété de ce produit pour éviter que d'autres personnes s'accaparent du projet qu'on avait. Copie et tout. Exactement. Donc, il y avait tous ces problèmes. Donc, on se disait, est-ce qu'on doit aller à la quête du financement Mais ce qui a été marquant, c'est qu'on avait décidé de partir petit à petit. Parce qu'on dit, en entrepreneuriat, il ne faut pas dire, je veux atteindre le sommet du jour au lendemain. Mais c'est tout doucement, en allant tout doucement, que tu te dis, oui, j'atteins mes objectifs avec les difficultés. Parce que quand tu vas avec tes propres moyens, avec le profond, tu te dis, il y a le challenge qui est là, il y a la pression, il y a l'envie de pouvoir se surpasser qui est tout le temps là. Alors, on vient de boucler la phase expérimentale et d'ici peu, on mettra réellement ce produit sur le marché béninois. Donc, vous avez passé déjà les étapes d'expérimentation et tout. Sécuriser maintenant, le brevet et tout le reste, c'est ça? Le brevet, on est en train de prendre des informations concernant cela déjà. Ok. Merci beaucoup à vous, Joséa Guédié, entrepreneur agricole. J'espère qu'on aura vraiment le temps de vous avoir sur ce plateau, histoire de continuer toujours à parler de ce secteur-là, le secteur de l'agroalimentaire, parce que cela est très, très important. Ici, déjà, notre économie est basée sur l'agriculture. Il faut que les produits issus de ce secteur-là soient également transformés pour apporter un plus au PIB. Merci d'être venu sur notre plateau. À très, très bientôt à vous. On va continuer avec vous, chers téléspectateurs. Et là, nous allons faire le bilan. Je ne sais pas si vous avez déjà fait votre bilan, le bilan de votre... Parce qu'on est en fin d'année. Vous avez fait ça déjà? C'est en cours. C'est en cours. Vous avez un spécialiste qui vous y aide, c'est ça? Ou c'est vous-même? Nous-mêmes. Vous-même? Oui. En tout cas, d'autres vous diront qu'il faut un spécialiste pour pouvoir réussir cet exercice. En tout cas, le spécialiste sera là dans un instant. Avec lui, nous allons discuter de est-ce possible de réussir un exercice de bilan de fin d'année sans un spécialiste. Est-ce que c'est possible quand on est une PME? Bon, on verra tout ça dans un instant. Pour le moment, on lance le jingle de l'expert. Alors, bienvenue chez l'expert. Aujourd'hui, on fait le bilan de nos affaires, puisqu'on est en fin d'année et on reçoit sur ce plateau Wilfried Kwesi. Il est expert comptable en fin de formation, on peut le dire ainsi. Vous êtes également... vous travaillez déjà dans un cabinet, l'un des grands du monde, des 4 grands entreprises, en tout cas les 4 grands cabinets comptables du monde. C'est ça, on peut le dire. Merci Asiom. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau, nous entretenir sur le bilan en fin d'année, de façon terre à terre. Comment on peut définir le bilan quand on est une entreprise, quand on est une PME? Merci Asiom. Je vois logique que après la planification, la créativité, l'innovation, qu'on fasse le bilan. Bien sûr. Nous sommes en décembre. Bien sûr. Donc, lorsque nous parlons du bilan, il faut remarquer qu'en fin d'année, en fin d'exercice comptable, une entreprise doit faire le point de ce qu'elle possède, le point de ce qu'elle doit. Et c'est ça que nous appelons, dans le jargon comptable, un bilan comptable. Okay. Qui fait partie des états financiers obligatoires que la loi a imposés à toute entité. À toute entité. C'est imposé, hein? Oui, c'est imposé. Vous n'avez pas le choix. Le bilan comptable fait partie des documents obligatoires qu'il faut fournir en fin d'exercice, sous peine de sanctions. Wow. Donc, nous avons le bilan, le compte de résultat. Désormais,
Nous parlons du tableau de flux de trésor et de trésorerie. Et nous parlons des notes annexes après la réforme de l'OHADA. Et nous parlons désormais d'un référentiel comptable qui est appelé le Cisco-OHADA révisé et qui est en vigueur dans les 17 pays de l'OHADA à partir du 1er janvier 2018. Ok. Donc, cette année est d'ailleurs une année particulière parce que c'est l'année où la réforme est entrée en vigueur dans les 17 pays de l'OHADA. Donc, le bilan comptable de cette année va présenter des particularités données. Et donc, il faut un spécialiste. Normalement, pour se mettre à l'abri de tous les problèmes, de tout risque, un spécialiste est vivement conseillé. Mais quand on est dans une économie comme la nôtre où l'informel a tendance à dominer le formel, comment est-ce qu'on peut faire son bilan en fin d'année? Voilà. En réalité, pour faire un bilan comptable, on n'a pas toujours besoin d'un spécialiste. En fonction de la taille de l'entité, on peut, à travers un comptable, le dirigeant peut réaliser son bilan comptable à l'aide de son comptable, de son service comptable, sans recourir à un expert comptable. La différence, c'est qu'avec un expert comptable, il y a une attestation. Une attestation qui montre que les éléments quand même présentent une certaine sincérité, qu'il y a une certaine vraisemblance des informations présentées dans le bilan comptable. Mais sans expert comptable, vous pouvez présenter votre bilan comptable, notamment à travers 3 grandes phases. Vous avez la tenue comptable, c'est une phase qui consiste à procéder aux saisies. Donc vous avez la saisie des achats, la saisie des ventes, la paye, la TVA, toutes les informations qu'il faut au cours de l'exercice. En fin d'exercice, vous allez réaliser ce que nous appelons l'inventaire. Donc vous avez les travaux d'inventaire. Donc là, vous avez les amortissements, les provisions, les dépréciations, le cut-off, les régularisations. Oui. Et puis, vous procédez à ce que nous appelons la révision. La révision, c'est une phase de vérification parce que toutes les saisies se font dans un logiciel généralement. Et puis, le logiciel va vous sortir normalement un bilan qui n'est pas définitif. Mais avant de procéder maintenant à l'édition du bilan final, vous procédez à ce que nous appelons révision. La révision, il y a 2 types de révision. Vous avez la révision par compte et vous avez la révision par cycle. La révision par compte, c'est la méthode traditionnelle. Elle consiste en réalité à revoir les comptes un à un à travers les 9 classes du bilan et du plan comptable. Et tout ça, vous pensez que, oui, un comptable qui a de l'expérience peut le faire. Un comptable peut le faire. Qui a de l'expérience peut le faire. Bon, c'est pas la vendeuse, la productrice de jus d'ananas, tout simplement, qui produit ses jus, qui met ça sur le marché, tout simplement, et qui n'a vraiment pas de comptable. C'est une PME et tout le reste. Mais comment peut-il réussir? La comptabilité a prévu quelque chose dans ce sens. Même si vous êtes dans l'informel, vous devez avoir au moins un cahier de recettes, un cahier de dépenses pour faire le point. Les bonnes dames du marché, ou les bonnes dames du marché, vous faites le point. Là, vous n'êtes pas dans le cadre formel. Vous êtes dans le cadre informel. Mais il est bon quand même qu'à la fin d'une période, vous puissiez savoir est-ce que ce que j'ai vendu, j'ai fait un profit ou bien j'ai fait une perte. Maintenant, si vous êtes dans un cadre formel, là, l'obligation de présentation selon des normes s'impose à vous. Maintenant, lorsque vous ne faites pas recours à un expert comptable, c'est que le retard de présentation, le défaut d'information, si ce n'est pas bien, il y a des sanctions. C'est là qu'on assiste à des redressements. Et lorsqu'il y a les redressements, vous allez payer beaucoup plus. Vous savez, la non-qualité coûte plus que la qualité. Donc, il faut peser le pour le contre pour voir ce qui vous arrange. Voilà, donc finalement, vous avez le bilan final. Et c'est ça que vous allez présenter généralement devant au greffe du tribunal, l'alias fiscal que vous allez présenter aux impôts. Voilà. Donc, l'expert comptable, ce n'est pas forcé, mais quand on l'a, on a plus d'assurance. On a plus d'assurance. Donc, c'est exactement ça. Donc, le comptable qui est dans l'entreprise ne peut donc pas certifier les informations. Non, le comptable qui est dans l'entreprise... Vous n'avez pas un certificat? Non, lui n'a pas de certification à donner. Généralement, nous parlons d'attestation. Quand nous utilisons les bonnes expressions, nous parlons d'attestation. Le comptable, lui, il fait son boulot, il présente le bilan. Maintenant, s'il a une certaine expérience, c'est que la société ou l'entité a la certitude que c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'il y a un expert comptable, ça veut dire que la comptabilité fait preuve d'une révision par un expert comptable qui va, à la fin,
donner ce que nous appelons, fournir une attestation. Pour dire voilà, tout est bien fait, c'est normal, voilà. Donc on est plus sûr que bon, on n'a pas trop de soucis à se faire en réalité. En réalité. Voilà. Et donc quand un expert comptable vous aide une entreprise par exemple à faire cet exercice-là, à faire son bilan, au niveau du service des impôts, il n'y a vraiment plus trop de contrôle. Souvent. Non, les contrôles existent toujours. Mais il y a une certaine foi en ce qui a été fait. On se dit c'est un professionnel compétent qui a pu faire le travail. Donc on est sûr qu'il y aura des erreurs de débutants, des erreurs rares qu'on ne pourra plus, les erreurs les plus banales, on n'aura plus à les faire parce qu'il a fait un certain nombre de contrôles. Il a mis en œuvre un certain nombre de diligences avant de pouvoir sortir ce bilan. Maintenant, lorsque c'est fait par l'entité elle-même, si le comptable est très expérimenté, c'est bon. Dans le cas contraire, c'est-à-dire les vérifications, si elles débouchent sur des erreurs et des anomalies qui sont significatives, là, ça pose des problèmes. Parce que vous avez la révision par cycle, par exemple, qui vous permet de corriger pas mal d'erreurs. Alors, est-ce qu'il faut attendre décembre pour commencer par faire son bilan? Bon, ce qui est sûr, vous ne pouvez pas faire le bilan avant décembre. Mais il faut voir si la saisie, tout est à jour, si tout est bien renseigné. Parce qu'en réalité, décembre, c'est la somme de toutes les opérations. C'est tout ce qui a été fait durant toute l'année. Sans oublier que vous ne pouvez pas faire un bon inventaire avant décembre. Généralement, on attend la fin de l'exercice pour pouvoir faire un inventaire. Et c'est là que vous êtes sûr qu'avec le cut-off, la séparation des exercices, pour que chaque exercice puisse supporter ses charges. Et d'habitude, le dépôt de ces... Non, généralement, le bilan, c'est l'année prochaine. On vous dit, bon, vous avez jusqu'à 4 mois pour que tout soit prêt, tout soit bien fait. Donc, ce n'est pas automatiquement au 1er janvier. Donc, vous avez la période d'inventaire où vous allez faire les régularisations, voilà, pour faire tous les travaux qu'il faut pour pouvoir présenter quelque chose de potable, et de sortable. Alors, pour les bonnes dames du marché, il faut également faire son bilan, même quand vous êtes vendeuse de Atapo TV, il faut également faire son bilan. Même à la maison, il faut faire le bilan. Même à la maison. Mais chacun de nous, vous et moi, nous devons faire notre bilan. Parce qu'à la fin de l'année, c'est que vous venez de finir 12 mois. Donc, vous faites un bilan, un point, au fait. C'est un point. Un point qui vous permet de voir en réalité ce qui va, ce qui ne va pas et quelles sont les mesures à prendre pour les années à venir. Donc le bilan comptable, c'est que l'activité de l'entité est découpée en une période de 12 mois. Donc après 12 mois, on s'arrête, on fait le point pour pouvoir voir est-ce que la continuité de l'exploitation est garantie, est-ce que la solvabilité, est-ce qu'il y a pérennité, est-ce qu'il y a la rentabilité, voilà, est-ce qu'il y a profitabilité, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Si ce n'est pas bon, il faut qu'on s'arrête. Donc si ce n'est pas du tout bon, vous entendez des fois on dit bon, on va fermer telle entreprise, on va faire ceci, c'est parce que vraiment après le bilan, tout ça, ça ne va pas du tout. Il ne faut pas continuer sur la mauvaise voie, il faut s'arrêter, faire le point. Ah oui, nous pouvons continuer, c'est bon, nous allons prendre des mesures, nous allons prendre des décisions, voilà un peu. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, vous pouvez faire votre bilan sans un spécialiste, forcément, quand vous êtes dans l'informel, quels sont les paramètres sur lesquels il faut se baser? Bon, quand vous êtes dans l'informel, il faut qu'il y ait une traçabilité de tout ce que vous faites. Et quelle est l'utilité d'un bilan pour vous quand vous êtes dans l'informel? Ah, mais quand vous êtes dans l'informel, si vous n'avez pas de bilan, vous ne saurez pas, par exemple, quel produit marche. Est-ce qu'au cours de cet exercice, si j'ai fait un profit, vous ne saurez pas. Combien je dois à mon fournisseur. Je peux lui devoir 20 000, il va venir pour dire que c'est 50 000 que je lui dois. Il faut que j'ai une trace. Il faut qu'il y ait des pièces comptables qui montrent que quand j'ai acheté chez vous, j'ai payé, j'ai un reçu, c'est un chèque. Je garde ça, je conserve mes dossiers. Là, ça me permet de faire le point et d'avoir une assurance sur les sommes, ce que je dois, ce que les gens me doivent. Donc là, ça évite les conflits, les contestations. Et puis ça retrace toute l'activité d'une période donnée. Voilà, merci beaucoup. Alors, Wilfried Kossi, on va résumer très rapidement pour le formel et pour l'informel. 30 secondes si vous voulez. Ok, vous voulez faire un bilan, vous devez avoir une bonne documentation, les pièces justificatives, saisir les opérations dans le formel, faire une révision des opérations et éditer le bilan. Faire de quoi un expert comptable, ça vous permet d'avoir comme avantage d'éviter le fisc au dos pour les irrégularités. Le bilan est un outil très important parce que c'est un tableau synoptique qui vous permet de savoir ce que vous devez, ce que vous ne devez pas, ou bien qui vous doit, qui ne vous doit pas. Ça vous permet de savoir comment évoluer vers le futur, comment réorienter votre activité, quelle stratégie adopter pour évoluer dans le business. Merci beaucoup à vous, Wilfried Kossi. Je rappelle que vous êtes expert comptable en fin de formation et vous travaillez actuellement pour l'un des forts. Des Big Four. Des Big Four, voilà, en tout cas, l'un des le Big Four, c'est l'un des
4 plus grands cabinets au monde. Voilà, tout simplement. Voilà. Merci à vous. À très bientôt. Peut-être prochainement, on aura l'occasion de parler de redressement fiscal. Qu'est-ce que c'est en réalité? Merci à la chaîne du développement. Quand on parle de redressement, c'est qu'on a les cheveux dressés sur la tête. On verra tout ça dans un instant. Amandine Aniaboso nous attend dans la rédaction de BB24. Avec elle, on va suivre l'actualité du développement. C'est le journal. Il est 19h45 sur le grand rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Le dialogue de Talanoa s'invite dans les débats à la COP24. C'est une méthode fidjienne qui permet de réunir divers acteurs autour d'un même sujet. L'objectif est de réfléchir ensemble afin de trouver une solution. Tous les êtres humains naissent égaux en droit et en dignité et pourtant on continue d'assister à des discriminations dans la société. Le respect des droits de l'homme au Bénin n'est pas encore une réalité. L'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les écoles passe par un assainissement du secteur. Le constat aujourd'hui est que le système éducatif béninois souffre du manque d'enseignants qualifiés. Talanoa, ce mot est apparu pour la première fois dans les négociations sur le climat à Bonn et signifie en Fidji labre à palabre. En introduisant le dialogue de Talanoa dans les négociations sur le climat, il est dit que les pays signataires de l'accord de Paris vont rehausser leurs ambitions de réduction de gaz à effet de serre. Le dialogue de Talanoa a refait surface à la COP24. William Tchoki pour plus de précisions sur le concept. Le dialogue de Talanoa, la technique a été utilisée pour la première fois à la COP23 de Fidji, abritée par Bonn. C'est donc sous l'arbre à palabre que la communauté décide de devenir de leur société. À la COP24 de Katowice, l'expérience est rééditée pour permettre à cette conférence des parties d'accoucher de bonnes résolutions. Ces dialogues, ils n'existent pas dans les négociations, parce que les négociations, les gens parlent des textes, ils parlent des paragraphes, ils parlent de l'importance pour sauver leur économie, mais ils ne parlent pas de la connexion avec les peuples et surtout avec le peuple qui ne parle pas les langages des négociations. Et c'est ça qui a fait que les dialogues de Talanoa dans les négociations climat, ça donne le sens et ça change à ces hommes qui sont experts en technologie de négociation, qui emploient des mots très compliqué, trop technique, de revenir sur terre et de s'exprimer par des histoires, de s'exprimer à travers les langages que tout le monde peut comprendre. Pour Hindou Oumarou Ibrahim, coordonnatrice de l'association des femmes Peuls autochtones du Tchad, cette 24e conférence des parties sur le changement climatique a du plomb dans l'aile, mais elle reste optimiste quant à la suite des négociations. Une seule décision a été prise. Et c'est la décision sur la plateforme de connaissances et savoir des peuples autochtones, où nous avions participé et on a discuté d'une manière très franche de la vie des gens. Mais le rapport le plus important, qui est sur les 1,5 degrés, sur les émissions, comment on va faire pour les réduire, n'a pas été du tout accordé. Ils l'ont renvoyé encore dans 6 mois, surtout les principes de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et c'est à ces ministres d'en décider. Tant qu'ils n'ont pas décidé ça, ça veut dire que la COP24, elle n'a pas accompli ses objectifs pour mettre effectivement l'accord de Paris en action. La session technique est finie. Elle cède place à celle des ministres. Elle a désormais la lourde responsabilité de faire bouger les lignes, faire entendre raison les pays développés. Les droits de l'homme sont au cœur des objectifs de développement durable. En l'absence de dignité humaine, on ne peut pas parler de développement durable ni de droits de l'homme. Or, les hommes doivent bénéficier de la même protection, qu'ils soient adultes ou handicapés au Bénin. L'application des droits humains souffre de quelques insuffisances. Fidèle Kika, directeur exécutif de Amnesty International Bénin, explique.
Premièrement, en matière de droits humains au Bénin, nous avons des problèmes par rapport à la protection des enfants. La protection des enfants, pas en termes de besoin d'arsenal juridique ou programmatique, mais en termes de mise en œuvre de cet arsenal juridique et des politiques que nous avons définies nous-mêmes. Ensuite, une autre priorité, c'est les droits des femmes. Droit à la participation, mais droit aussi à la protection contre les violences. La priorité suivante, c'est la justice, en termes d'indépendance, mais aussi en termes de moyens pour pouvoir véritablement délivrer une justice fiable. Une autre priorité, c'est le système pénitentiaire, en termes de maîtrise et de respect des droits de détenus à travers les aspects de lutte contre la surpopulation carcérale, lutte contre les délais exorbitants et arbitraires de détention provisoire, etc. Nous avons aussi d'autres priorités au Bénin, comme par exemple le droit à l'expression, le droit à ce que chaque individu soit éduqué aux droits humains, le droit des minorités à ne pas être discriminées, par exemple la question des personnes handicapées, la question des personnes albinos, la question même des personnes LGBT et autres. Vous avez d'autres priorités qui ne sont pas mineures, mais qui sont centrales, c'est les droits économiques, sociaux et culturels. L'examen périodique universel a mis en exergue, par exemple, des déficits importants en matière de la jouissance des droits à l'éducation, des droits à la santé, du droit à l'eau et du droit à une vie décente à travers l'emploi des jeunes, par exemple, et puis la capacité des couches vulnérables et surtout rurales à pouvoir se réclamer de la communauté nationale. Aujourd'hui, il va falloir repenser nos politiques publiques pour les rendre beaucoup plus humaines, beaucoup plus sociales et beaucoup plus respectueuses des engagements et des obligations que nous avons consentis au niveau international. Ce n'est que dans le respect de ces droits économiques et socioculturels, dans le sentiment qu'on pourrait donner à la population d'être véritablement partie, tout le monde en égalité de cette nation en veillant à la répartition équitable des richesses, que nous pourrons espérer que des personnes pourront être mieux protégées dans leurs droits, que ce soit social, que ce soit civil ou politique. Les droits nous protègent, 70 ans après, nous devons continuer à les protéger pour qu'ils continuent à dessiner notre avenir. L'éducation est le socle du développement de tout pays au Bénin. Le système éducatif est confronté à certains maux liés surtout au manque de formation des enseignants. Pour rehausser le niveau des apprenants dans les écoles, il est important d'assainir le secteur sur toute la chaîne d'enseignants qui intervient dans le système éducatif. Plus de précision avec Hubert Routondi, il est directeur d'école. Il est au micro de Lazamigan et Louis Koudobou. La toute première catégorie, c'est des enseignants de formation, des enseignants qualifiés, des enseignants performants, des enseignants expérimentés. Alors, c'est la toute première catégorie. La deuxième catégorie, c'est des enseignants qui ne sont pas qualifiés et qui sont performants, tant bien que mal, et qui essaient de faire leur petit chemin, vaille que vaille. La troisième catégorie, ce sont des enseignants ni performants, ni qualifiés et qui sont dans le système en tremplin. Donc qui se ferait un chemin dans le système éducatif pour se forger. Il y a de cela très longtemps, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, lorsque vous prenez l'élève, le tout petit élève de CE, mais mon vieux, il va parler français devant vous et vous allez être fiers de lui. Et là, on est fier de dire c'est mon enfant, c'est mon élève. Et l'élève aussi est fier de dire ah c'est mon maître ou bien c'est mon professeur. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Même l'étudiant que nous formons, l'étudiant ne peut pas s'essayer en français pendant 5 minutes sans pouvoir bégayer. Alors mais si c'est de l'écriture, c'est le comble. Vous allez voir des fautes en pagaille et ça vous donne des maux de tête parfois même. Et donc, je dis que bravo, bravo à l'État qui a trouvé juste l'évaluation dont on parle. C'est une très bonne chose et il faut que
la pensée qui est derrière cette évaluation ne soit que apporter de la remédiation, c'est-à-dire de l'amélioration au système éducatif, c'est-à-dire de la performance, donc à la prestation de nos enseignants de manière générale. Hors du Bénin, le Maroc est le deuxième pays le plus performant au monde en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'est le résultat d'un classement rendu public par des ONG intervenant dans le domaine de l'environnement. Si les 3 premières places sur le podium sont vides, parce qu'aucun des 56 pays évalués n'est sur un chemin clair remplissant l'objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, le royaume chérifien arrive juste derrière la Suède. Le Maroc gagne une place par rapport à la précédente édition du classement grâce notamment au développement des énergies renouvelables. Le classement évalue 56 pays en se basant sur 4 critères: la consommation d'énergie, l'utilisation des énergies renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre et la politique climatique. L'Arabie saoudite, les États-Unis et l'Iran sont les plus mauvais élèves de l'action climatique. La Tanzanie s'attend à une production de 275 000 tonnes de noix de cajou en 2018 et 2019. Le chiffre annoncé marque une hausse de 55 000 tonnes par rapport aux précédentes observations et est en recul d'environ 12% par rapport aux résultats de 2017 et 2018. Alors que l'exécutif a entrepris cette saison de racheter la noix de cajou chez les producteurs, on peut noter que 163 000 tonnes du produit sont déjà dans les entrepôts du gouvernement et de l'Union des coopératives. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à vous de l'avoir présenté, Amandine, à Niambossou. Rendez-vous demain sur le plateau de Nature et Bien-être, n'est-ce pas? C'est cela, Assoum Gaba. Passez une très bonne soirée et bon appétit. Hein. Merci. Vous allez manger votre traditionnelle pâte noire, c'est ça, ce soir? On va voir. On verra. Donc, c'est pas ça, en réalité. Allez, j'aime bien vous taquiner comme ça, Amandine Niambossou. On continue avec vous, chers téléspectateurs, sur le grand rendez-vous. Et là, nous allons ouvrir la porte de la culture de ce grand rendez-vous, c'est Horizon Culture. Horizon Culture, ce soir, nous sommes à l'école des danses et rythmes de la vallée de l'Ouémé pour parler de conservation du patrimoine culturel immatériel au Bénin. Bonsoir Zomando Kokon, artiste, chanteur, compositeur. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir tout droit de Ouémé, de la vallée. Hein? Pratiquement à Djoum. C'est à Djoum. Oui. Oh, à Djoum. Yero Tchaon. Yero Tchaon. Yero Tchaon. Il y a une phrase que je n'oublie jamais quand je parle des gens de l'Ouémé. Voilà, c'est comme ça répond en même temps. J'ai compris. Alors, nous parlons aujourd'hui, vous assurez la transmission des savoirs et des connaissances aux jeunes en matière de danse et rythme de la vallée de l'Ouémé. Comment est-ce que cela se fait? Pourquoi avoir accepté de le faire? On aura le temps, bien sûr, d'en parler dans un instant, mais je me permets déjà de saluer Elisabeth Assoklé qui est avec nous également sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bifon Gandhi. Natero. Gandhi. Gandhi. Au papa, au moment, le Bénin, pour faire Gandhi. Pourquoi? Elisabeth Assoklé, c'est l'une de vos trouvailles, on peut le dire, découvertes. Oui. Elle aura le temps, en tout cas, de vous égayer tout à l'heure, chers téléspectateurs, sur ce plateau. Pour le moment, parlons de comment est-ce que vous assurez cette transmission, comment est-ce que vous amenez la jeunesse de la vallée de l'Ouémé à aller à l'école des rythmes et danses de cette région. Vraiment, c'est pas facile parce que si aujourd'hui, nous avons la chance de sortir la tête à travers la culture, il faut aujourd'hui enseigner aussi à nos jeunes, aux gens comme Elisabeth Assoklé et puis à d'autres personnes, pour que ce que nous faisions ne se perd pas. Okay. Donc c'est tout ce qui nous a amené. Parce qu'aujourd'hui, si on dit, bon, c'est nous, c'est après nous, il n'y en aura plus les jeunes.
alors que les jeunes ont de talent vraiment aujourd'hui pour pouvoir amener haut et fort notre culture. Notre culture. Oui. Donc, comme quoi, il y a des valeurs qui sont restées cachées. Vraiment, qui sont restées cachées parce que on ne s'approche pas d'eux. On ne s'approche pas d'eux parce que nous disons, bon, quand est-ce qu'on va trouver notre argent pour y mettre dans ce festival, ou bien de quoi rassembler les petites ou bien les jeunes pour qu'ils font les rythmes. Non. Si aujourd'hui nous avons cette charge au cou, c'est parce que on a le sang de la musique qui circule dans votre veine et tout simplement. Et donc c'est comme ça que vous avez donc décidé d'assurer donc la relève, d'aider les jeunes en réalité à se révéler. À se révéler. Et à nous dépasser encore. Ah oui, c'est ça. À nous dépasser. Parce que c'est rare un tel état d'esprit quand on est artiste. C'est ça qui a tué, tout d'abord, c'est ça qui a tué notre culture au Bénin. Sinon, allez dans la vallée, nous avons beaucoup de rythme. Et puis, si les petits-enfants prennent leur calebasses et les boîtes de conserve de tomates, tu vas entendre des sons incroyables. Mais c'est les rythmes endogènes de chez nous. Eux, à partir de bas âge, ils essaient de jouer ça sans tam-tam, avec les calebasses, et tu vas entendre des rythmes que toi-même, si tu exerces, ça va te donner quelque chose. Donc nous, on a compris que si on saisit cette occasion-là pour les jeunes, ça va donner quelque chose. Il n'y a pas que les jeunes, il y a également les personnes handicapées que vous insérez également dans vous savez, tout d'abord, Zomando Kokpon, c'est les amis des handicapés. Voilà, c'est les amis des handicapés. Aujourd'hui, nous n'aimons pas partager ce qu'on a avec les handicapés. Nous n'aimons pas partager ce qu'on a avec les handicapés. Alors que moi, qu'est-ce qui m'a amené là? Un jour, j'ai un jeune frère handicapé, moteur, qui est venu chez moi, me disait, Zomando Kokpon, vraiment, Ndjadjira. Elle dit, comment? Ndjadjira. Tu veux chanter? Il dit oui. Tu fais quel rythme? Il dit n'importe quel rythme. Ah, n'importe. Bon, fais-moi un morceau. Tu me chantes un morceau un rythme traditionnel. Le monsieur a entonné une chanson. Tout d'abord, il a la voix, il a l'inspiration, et vraiment, je suis ému. C'est à partir de ce jour, je l'ai amené au studio pour pouvoir au moins lui faire un album de 6 titres. Il s'appelle Tossé, il est dans un village vers Akpame au Djigbe là-bas. Je lui ai fait un album de 6 titres. On avait fait le lancement. Et puis, à partir de cet instant, lui-même, il jouait sur les cérémonies pour pouvoir gagner son bain. Donc c'est ça qui m'a amené, j'ai dit non. Nous avons beaucoup de richesses qui se cachent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc il faudrait que, c'est pas parce que aujourd'hui Zomando Kokpon et Zomando Kokpon que je ne peux pas permettre à ceux-là de vivre de ce qu'ils font. Comme quoi, quand on est artiste, on peut vivre vraiment de son métier aujourd'hui. Si, moi, depuis que j'avais commencé, ce métier, c'est ça qui me donne à manger. C'est ça qui me fait tout. Si tu aimes ce que tu fais, ça doit te nourrir. Si ça ne te nourrit pas, tu commences la musique aujourd'hui, pendant 3 ans. Si ça ne te nourrit pas, il faut laisser. Va chercher quelque chose. Ah bon? Oui. C'est que aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, il y a la musique qui a appelé certaines, il y a certains qui ont intégré la musique. Donc, ce n'est pas la même chose. La musique, c'est un don. Si tu intègres la musique, ça ne te donne pas à manger. Il faut savoir que tu as intégré la musique parce que
Zomando Kokon chante, on lui donne de l'argent, c'est à cause de ça, toi, mais tu veux chanter. Tu veux chanter. Et donc, il y a des talents que vous avez découverts dans la vallée de l'OMB à travers votre initiative, le festival, ça s'appelle Benokpo, le festival Benokpo. Au fait, ce qui m'a amené à créer ce festival, d'ailleurs, nous sommes à son 5e édition, on a déjà fait ça passer. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Nous avons nos aînés, nos grands frères, qui ont d'expérience, qui ont beaucoup de talent, et puis on ne les connaît pas. Mais ce festival nous permet à rassembler tous ces talents-là, chaque année. Et de jeunes handicapés ou les sages. Donc tout le monde vient jouer. Tout le monde vient jouer. Tu viens, tu joues ce que tu sais faire. Si on voit en toi que tu es bon, tu as tout ce qu'on veut, on te produit et on te met en scène. En scène, oui. Tout simplement. Et tu sais, comme ça, vous avez découvert Elisabeth. Oui, Elisabeth, oui. Très très jeune. Et tout d'abord, son papa, c'est un artiste, c'est un grand artiste. On l'appelle Asokle. Et lui-même, c'est le grand de caca de notre doyen Saboran. Il fait le caca comme le feu à Mayon, Koumayon qui n'est plus là. Et puis, il est venu à ce festival, 2e édition, avec sa fille. Et brusquement, c'est du live on fait. C'est pas playback, c'est du live. Et la petite a pris micro, a commencé par chanter, vraiment, même le directeur de fonds d'aide à la culture en ce moment. Aujourd'hui, c'est fonds des arts. Le directeur même est ému. Il dit comment? Zomando Kokon, ce que tu es en train de créer là, toi-même tu ne sais pas l'effet que ça va donner. C'est là, oui. Il est déjà à son 3e album. 3e album? 3e album. Pour Elisabeth Asokle. Il faut lui essayer. Si elle peut chanter, tu vas voir. Bon, Elisabeth, Mando beme hotwena mendeo Anita wajailo bame Alo honando na betwenia Boken clan bok pa idu beto Mando beme hotwena mendeo Anita wajairo gbeme atohonando na gbetwenia boken clan bokpa idogbeto jelawe indagbe bokaso impe menkusi yehu gbatawe indagbe metan bokaso impe menkusi Adohonando na gbetwenia boken clan bokpa idogbeto. Ah, merci beaucoup. Alors, dites nano abon pahan lo le yabi o. Papa ti no gwalo na. No gwalo na we. Bo anu pahan lo le bo yon ji mo na ni aba bo yon hanji mo do pede amimi ase. Papa chewe na mi ohangu bonto jinjin. Mi donne papa. Et donc, elle est à son 3e album. Elle est à son 3e album. Et la carrière commence à se gérer, puis elle va également à l'école, elle est en classe de CE1, vous l'avez dit vraiment, tout à l'heure. C'est l'école qui empêche un peu sa promotion parce que on ne peut pas l'enlever directement maintenant de la scolarité parce qu'elle doit au moins évoluer dans un certaines peu. choses avant de compléter la musique. Mais là où elle est, si c'est des cérémonies, elle joue comme si c'est Zomando Kokon qui est sur le podium. Et elle n'est pas la seule. On a plein de talents comme elle dans notre village là-bas. Et puis,
c'est des charges lourdes pour que vous gérez. Et il va falloir également que l'État essaie un peu de vous accompagner. On verra tout ça très bien. Parce que le financement, c'est également un problème. C'est également un problème. Il faut investir dans la culture pour qu'on puisse assurer la sauvegarde, la conservation et la pérennité, je dis, la promotion de notre culture. Et je remercie maintenant l'État d'aujourd'hui parce qu'à travers son ministre de la Culture et le directeur général du Fonds des arts et de la culture, parce qu'il a aujourd'hui l'ambition de valoriser, de passer par dans toutes les localités du Bénin pour dire aux artistes, ça y est, venez, amenez vos projets et on va vous aider. Donc, c'est un monsieur qu'on va remercier. Il est d'abord artiste, monsieur Gilbert Deoumale, le directeur. Il est artiste et il sait ce qu'on a besoin en matière d'art. En matière d'art. Merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau, nous parler de cette initiative-là et nous vous disons vraiment beaucoup de courage. Merci beaucoup. Elisabeth dit. Merci beaucoup à vous, à très bientôt. Le grand rendez-vous va continuer, cette fois-ci on va sur la toile et là nous allons vous présenter l'actu web. Question désormais d'abattre des cocotiers sur le territoire béninois, le gouvernement l'a interdit ce mercredi 12 décembre en Conseil des ministres. Tout est parti du constat selon lequel les cocotiers sont abattus de façon anarchique pour être utilisés dans la confection de charpentes de maisons d'habitation. Le Conseil a rappelé par la loi numéro 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin que cet arbre fait partie de l'espèce protégée. Une loi qui n'est pas respectée, créant ainsi d'énormes conséquences néfastes sur la biodiversité. Le Conseil ajoute que l'interdiction de l'abattage des cocotiers est aussi valable pour toutes les espèces de la flore, surtout en milieu urbain. La seule fenêtre laissée est celle des cas de nécessité absolue soumis à l'autorisation préalable des services des eaux, forêts et chasses. Autre actualité, 63 responsables d'école ont été déchargés de leurs fonctions pour détournement de vivres. Une liste qui a également été dévoilée au cours du Conseil des ministres du mercredi 12 décembre 2018. Ils sont 61 responsables d'écoles primaires et 2 des écoles maternelles. C'est à l'issue du contrôle sur la période de janvier à avril 2018. Les missions d'investigation ont révélé de nombreux autres cas de détournement de vivres. On y retrouve entre autres du riz, du haricot, du maïs et de l'huile. Ils ont été épinglés avec la complicité de certains agents impliqués dans la gestion des stocks au niveau des écoles concernées. À titre de mesures conservatoires, ils ont tous été déchargés de leurs fonctions par le ministre des Enseignements maternels et primaires. Hors de nos frontières, le groupe Bolloré est mis en examen pour corruption. C'était ce 12 décembre à Paris, dans l'enquête ouverte sur des soupçons de corruption autour de l'obtention de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. C'est une information du site RFI. La holding Bolloré SA a elle-même annoncé sa mise en examen dans un communiqué. Elle a précisé qu'elle n'est en rien concernée par les faits sur lesquels portent les poursuites judiciaires et a décidé d'exercer un recours. Le pôle financier du tribunal de Paris, de son côté, soupçonne le groupe Bolloré d'avoir utilisé les activités de conseil politique de sa filiale Havas afin de décrocher la gestion des ports de Lomé et de Conakry. Dernière information, Gilbert Rozon, l'ancien juré de l'émission Incroyable Talent sur M6, est poursuivi pour viol et attentat à la pudeur. Sur les 14 dossiers d'accusation de viol et d'agression sexuelle qui ont été déposés contre lui, le directeur des poursuites criminelles et pénales DPCP n'en a retenu qu'un après étude. Selon le site Voici qui nous donne l'information,
Le DPCP a annoncé que les 2 chefs d'accusation dont fait objet Gilbert Rozon portent sur une même affaire qui se serait déroulée en 1979, impliquant une victime. Il s'agit à ce jour de la seule plainte pouvant conduire à une condamnation au pénal. Gilbert Rozon devra comparaître le 22 janvier prochain. Merci à vous, Jennifer Sachivi, pour l'Actu Web. On va se retrouver certainement demain. Oui, toujours sur la toile pour l'Actu Web. La météo revient pour une dernière fois sur ce grand rendez-vous. Quatre plateaux différents, le journal et l'Actu Web. C'était ça, le grand rendez-vous de ce soir. Rendez-vous demain, 19h00, pour un autre grand rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.